Eh bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire qui ce matin s'inscrit dans notre cycle de partage de la donnée et plus généralement sur les infrastructures numériques pour la décarbonation des mobilités. Ce matin, on va avoir le plaisir d'avoir deux invités que je vais introduire dans quelques instants pour parler de la question des infrastructures numériques, de manière spécifique, les infrastructures publiques numériques dans le cadre d'une feuille de route qui a été publiée à la fin de l'année, qui a fait l'objet d'un travail pendant quasiment un an, qui a associé beaucoup d'acteurs de l'État, de collectivités locales, sur cette question de la décarbonation des transports. Pour en parler ce matin, on a la chance d'avoir à la fois deux protagonistes importants de cette feuille de route. Laura Letourneau, qui a piloté la démarche de feuille de route numérique au sein du secrétariat général pour la planification écologique, donc qui commencera par introduire la démarche, les principaux enseignements, et puis en fait, qui est un petit peu carte blanche pour mettre l'accent sur ce qui semble le plus important. Et puis Patrick Gendre, que beaucoup d'entre vous connaissez à la DGITM et à l'AIT, qui a piloté le groupe de travail Mieux se déplacer, donc la partie mobilité des personnes de cette feuille de route numérique, et du coup, je pense qu'il mettra l'accent un petit peu sur les priorités dans la stratégie de l'État sur cet axe mieux se déplacer, qui l'illustrera aussi avec certains des cas d'usage qui ont été produits. Et puis, on prendra le temps dans la dernière demi-heure, tous ensemble, avec Laura. Alors, Patrick, je pense, devra nous quitter à 10 heures, mais il y aura d'autres personnes, je pense, côté des GTM, peut-être Jean 5, par exemple, qui se joindront à nous pour évoquer la consultation qui est en cours, puisque finalement, ce webinaire, ce matin, il porte pas uniquement sur un travail qui a été effectué l'an passé, qui a été publié très récemment. Euh, il est aussi dans l'actualité de se demander, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait d'une telle feuille de route? Est-ce qu'on, les uns et les autres, on souhaite en faire quelque chose en tant qu'acteur public, privé, opérateur concernés par le sujet? Il y a une consultation publique autour de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? À qui elle s'adresse? Pour en faire quoi? Voilà, donc on prendra le temps autour de ça de discuter un peu de manière concrète. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette feuille de route si on souhaite en faire quelque chose et en lien avec nos thèmes. Je ne vais pas prendre plus de temps pour l'introduction. Laura, je vais te passer la main. Je pense qu'il suffit que tu prennes le partage d'écran et puis que tu te présentes un peu plus, bien sûr, et que tu introduises un petit peu les travaux de la feuille de route, d'où ils viennent, comment ils ont été menés. Voilà, à toi la parole. Hop, c'est bon, normalement ça fonctionne. Ça prête bien ton écran qu'on le voit. Bienvenue à toi. Merci beaucoup, Ghislain. Vous m'entendez bien? Vous voyez bien mon écran? Nickel. Bonjour à tous et merci beaucoup à la FabMob, à Ghislain et à la DGITM là, d'organiser ce moment d'échange. Je pense que c'est vraiment hyper important qu'on puisse voilà, échanger de vive voix sur des sujets que vous pouviez vraiment, voilà, au-delà de la consultation publique en ligne, poser toutes les questions que vous auriez aujourd'hui et évidemment dans la durée pour que vraiment dans la continuité de ce qui se fait depuis plusieurs années déjà, il y ait vraiment des échanges hyper réguliers, sincères, francs, exigeants, utiles, efficaces pour qu'on arrive à être à la hauteur des défis qui nous attendent. Donc, je vais vous présenter vraiment un peu en mode accéléré la feuille de route qui est très dense pour que vous ayez vraiment la vision d'ensemble, la vision systémique, parce que pour moi aujourd'hui, c'est vraiment ça qui manque et que France Nation Verte, le plan de planification écologique, essaie de changer. Et puis ensuite, Patrick rentrera dans le fond de mieux se déplacer, comme le disait Ghislain. Donc je fais tout d'un coup, puis on prend ensuite les questions-réponses après si ça vous convient, faut que j'arrive Parfait. à... Utilisez le chat comme d'habitude, hein, n'hésitez pas pour noter les questions au fil de l'eau, comme ça on les reprend toutes à la fin. Ouais, parfait. Ok, donc feuille de route numérique et données pour l'écologie. Vous connaissez certainement cette rosace, là si on dézoome, qui présente le plan France Nation Verte, avec 5 enjeux, climat, biodive, adaptation, ressources, santé. 6 thématiques qu'on a repris dans la feuille de route numérique et données, donc mieux se déplacer, dont on parlait Ghislain, mais aussi mieux se loger, mieux produire, qui concerne aussi les mobilités, mais pas des personnes, mieux se nourrir, consommer et préserver. Et vous voyez, on est ici, en fait, dans le chantier dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire on est sur le chantier numérique et données, qui permet, en fait, tous les autres, au même titre que le financement ben, permet de faire tout ce qu'on a à faire sur les autres thématiques métiers.
on inclut dans le chantier numérique et données la partie numérique responsable, c'est-à-dire des impacts négatifs du numérique sur l'environnement et comment les réduire au maximum. Mais c'est pas le cœur du sujet, on l'a pas pris à bras-le-corps dans la feuille de route, on l'a pris comme un des entrants, un des prérequis à tout ce qu'on faisait, comme on le verra ensuite. Donc voilà, pour mettre les trucs dans des cases, on est en train de parler d'un des chantiers transversales de cette feuille de route France Nation Verte qui est essentielle, sinon les autres ne se passeront pas, tout comme s'il n'y a pas de financement, les autres ne se passeront pas, s'il n'y a pas d'outillage numérique, les autres ne se passeront pas. Donc c'est essentiel. Comment est-ce qu'on a co-construit la feuille de route? C'est ce que disait Ghislain, hein, c'était franchement laborieux de voir ingrat de temps en temps, parce que hyper dense en termes de nombre d'acteurs, de nombre de sujets à traiter, etc. Et à la fois hyper intéressant Ça tant va? sur le fond, tant que... Ouais, yes. J- J- Ah, on a un Grégory, micro vous ouvert. avez coupé Il va votre falloir. micro. Ah, c'est bon. Donc ouais, c'était hyper laborieux et à la fois hyper intéressant, hyper stimulant d'arriver justement à décloisonner tant les acteurs que les sujets de fond, etc. Donc c'était 9 mois de travail avec 300 agents publics nationaux territoriaux qui représentaient 6 ministères et 20 opérateurs différents. Ça c'était au niveau, disons, national avec une contribution du territorial. On a aussi fait une expérimentation en Bretagne, comme on le verra ensuite, la territorialisation de cette feuille de route numérique donnée. Elle prend l'inspiration des COP régionales qui sont en train de s'organiser maintenant, qui seront déclinés sur le volet numérique et données aussi au sein de chaque région, dans la lignée de ce qui a été fait en Bretagne sur la méthode, en dézoomant cette fois-ci, puisqu'il y a évidemment des sujets internationaux, moins sur les mobilités des personnes, même si évidemment il y en a, que sur tout un tas d'autres thématiques. On a fait un benchmark avec 12 autres pays et puis pour s'inspirer de ce qu'ils faisaient de bien. Et puis on pousse aussi une stratégie internationale numérique et données pour l'écologie avec l'aide du Quai d'Orsay. Et puis même si la concertation publique officielle est ouverte là jusqu'à fin mai, c'est le but de l'échange d'aujourd'hui. Comme le disait Ghislain, on a quand même échanger de façon plus informelle avec tout un tas de parties prenantes extérieures parce que même si, disons, on était déjà suffisamment nombreux en interne pour essayer de se coordonner, on est convaincu qu'il faut absolument sortir du bocal, entre guillemets, en tout cas travailler main dans la main avec les acteurs de terrain pour arriver mais y compris pour arriver à faire cette première V0 là qui est sortie en décembre, même si la V1 qui sera sortie à l'été sera enrichie par tous les retours officiels de la concertation publique qui s'ouvre maintenant. Pour que vous y retrouviez dans le document qui est gros, qui fait 300 pages, mais qui honnêtement devrait en faire 600, hein, vu le nombre de sujets à traiter dans des délais extrêmement courts pour être à la hauteur, quand bien même ça a déjà été priorisé. Voici un peu comment est structuré le document. Donc là, vous avez le lien vers la plateforme en ligne. Il y a une partie éléments généraux de 60-70 pages environ, qui est structurée autour du pourquoi, du quoi, du comment. Et ensuite, il y a des éléments thématiques. Donc là, vous retrouvez les thématiques de la rosace, dont mieux se déplacer, puis mieux produire, qui concernent le transport des marchandises. Les deux partie 1, partie 2, sont structurées autour du pourquoi, du quoi, du comment. Je le dis parce que la plupart du temps, quand on produit des feuilles de route dans la fonction publique, on produit des recommandations, ça on sait faire, entre guillemets. Ce qui manque souvent, de mon point de vue, c'est qu'elles ne sont pas assez précises, elles ne sont pas assez exactes sur qui fait quoi pour quand, surtout sur des sujets numériques. En tout cas, moi, dans les autres secteurs que je connaissais, dans la santé, etc., souvent, quand on publiait des feuilles de route, elles faisaient 10 pages, typiquement, en expliquant qu'en gros, c'était le bazar, que ça manquait d'interopérabilité, de cybersécurité, que des données ne circulaient pas de façon suffisamment fluide, mais on n'était pas assez précis sur concrètement comment est-ce qu'on va faire pour y remédier et qui va faire quoi. Donc c'est le premier truc voilà, qu'on a essayé de faire mieux là dans cette partie du quoi. C'est pour ça que là, ça fait 300 pages, qu'on est très précis sur chacune des actions. Et deuxièmement, on a essayé de faire du liant entre ces actions, c'est-à-dire que c'est pas une liste à la Prévert, on essaie d'expliquer comment elles sont toutes interdépendantes et comment est-ce que si on veut essayer de résoudre ces deux problèmes systémiques que sont la transformation numérique et la transition écologique, on est obligé de comprendre des interdépendances entre les actions pour arriver à passer à l'échelle et aller plus vite en 3 ans qu'en 20. Ça, c'est sur le quoi. Ce qu'on oublie aussi souvent quand on publie des feuilles de route, c'est la partie du comment. On le sait, hein, c'est plus compliqué sur les sujets numériques. C'est bien d'avoir des idées, de dire faut faire ci, faut faire ça, mais on connaît N catastrophes industrielles. Donc là, c'est hyper important qu'on soit bon sur la partie du comment. Ça demande tant de la transformation en interne drastique que un travail avec l'externe, j'y reviendrai. Et on a aussi commencé par la partie qui pour le coup est facile, mais dont on ne parle pas toujours non plus, qui est la partie du pourquoi, c'est-à-dire où on va collectivement, pourquoi on travaille et pourquoi est-ce que on a du boulot et pourquoi c'est essentiel qu'on réussisse.
Donc si je rentre maintenant dans cette partie éléments généraux, puis du coup Patrick présentera la partie mieux se déplacer, éléments thématiques. Sur les éléments généraux, on commence par le pourquoi. C'est hyper important parce que le numérique, c'est comme l'innovation, c'est comme l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen, j'ai envie de dire presque malheureusement nécessaire pour atteindre des objectifs plus nobles. Donc, quels sont ces objectifs? Quelle est notre boussole, en gros, de cette feuille de route numérique qui est donnée pour l'écologie? Et quel est aussi le cadre de valeur associé pour être bien sûr qu'on fasse faire au numérique ce qu'on a envie de lui faire faire et qu'on lutte proactivement contre tous les risques qui sont malheureusement aussi associés au sujet numérique et données. Donc pour essayer de résumer ça, vous voyez à droite dans un manifeste très court, on a écrit collectivement, hein, avec les acteurs de l'interne et de l'externe, un, un document, un manifeste qui dit dans les 2 premiers paragraphes, en fait, le numérique et les données sont un outil indispensable pour arriver à mettre en œuvre collectivement une transition écologique efficace et juste. Donc on donne plein d'exemples dans le 1er paragraphe. Sans numérique et données, on ne saurait pas savoir où mettre de façon la plus efficace possible les énergies, les éoliennes par exemple. Ce serait très compliqué de faire du covoiturage. On n'aurait pas de traçabilité sur la gestion des déchets, sur des phytosanitaires. Ce serait dur de prendre en compte la biodiversité dans les décisions d'urbanisation, par exemple, d'avancer sur les sujets d'industrie verte, de cibler les aides vers les ménages les plus précaires pour parler des sujets de transition juste, etc. Ou tout simplement, on n'aurait pas de rapport du GIEC si on n'avait pas d'informations, c'est-à-dire de données, parce que les informations, c'est pas que du papier, c'est-à-dire d'outils numériques pour les produire et de standards associés. C'est basico-basique de dire ça, mais c'est hyper important, notamment parce que le préjugé qu'on peut avoir sur ce chantier quand on parle notamment à des ONG ou à tout un tas d'autres acteurs, c'est qu'on est technosolutionniste en gros, et qu'on est convaincu que le numérique et les données vont sauver la planète. Et donc en gros, il faut rien faire du tout. Alors que, vous allez le voir, c'est dans le dernier paragraphe, tout cet aspect risque sur lequel il faut vraiment lutter proactivement, mais il faut aussi qu'on se rende compte collectivement qu'en fait, le numérique, c'est juste des informations et que les informations, on en a besoin pour faire tout un tas de trucs, parce qu'il faut juste qu'on arrive à travailler ensemble. Donc ça, c'est les 2 premiers paragraphes. En revanche, on n'est pas naïf sur le numérique et les données. On n'est pas la Chine, on n'est pas les États-Unis, on est en France et en Europe, on a un cadre de valeurs qui nous est propre et donc on veut lutter proactivement contre tous les risques associés au numérique, que ce soit les risques de technosolutionnisme, les risques d'impact environnemental du numérique, on en parlait en introduction, qui font que croître, euh, les risques d'atteinte à la vie privée, les risques de fracture numérique, les risques de fake news, les risques de résilience des systèmes, de caractère démocratique des modèles et de l'IA. Voilà, il y a tous ces risques qui sont évidemment existants et donc on marche sur 2 jambes. Voilà, on prend les opportunités, on lutte proactivement contre les risques. Ça, c'est la partie du pourquoi. Et comme je le disais, même si c'est une déclaration d'intention un peu générale, elle est essentielle pour arriver à aligner les acteurs de vous, à nous, à la FNSEA, à Greenpeace, quoi. Pour dire, en fait, voilà, nous qui travaillons sur ce chantier, collectivement, est-ce qu'on est d'accord que c'est la direction générale dans laquelle on va? Donc, si, premier retour de votre part, entre guillemets, si vous pensez que ça va pas, qu'il faut ajouter des exemples, préciser ceci, cela, c'est vraiment important que vous le disiez pour que ce soit pas le manifeste juste de l'État, soit le manifeste de tout le monde. Donc ça, c'est sur la partie du pourquoi. Ensuite, on se remonte les manches et on commence à prendre à bras le corps la complexité dans le quoi qui, vous allez voir, marche aussi sur 2 jambes. Donc c'est bien beau, on a une déclaration d'intention. Concrètement, comment est-ce qu'on va faire pour se mettre au service de ce manifeste? La première jambe, elle spécifie, en fait, elle détaille le manifeste, elle le précise. Elle le précise comment? Elle reprend les thématiques, donc mieux se déplacer, mieux se loger, mieux se nourrir, mieux consommer, etc. Et sur chacune d'entre elles, elle choisit 1 voire 2 cas d'usage prioritaires. Donc Patrick parlera tout à l'heure de analyser, planifier la mobilité. Évidemment, il y en a 100 autres, hein. Il y aurait pu y avoir un sujet covoiturage, un sujet titre unique, un sujet train, un sujet énormément d'autres cas d'usage. Donc c'est super frustrant de se dire, là, on n'en choisit qu'un et on teste une méthode de travail sur ce cas d'usage-là. Et puis après, on étendra à d'autres cas d'usage. Mais là, à date, sur mieux se déplacer, on a choisi celui-là. Et vous voyez, par exemple, sur mieux se nourrir, valoriser la qualité des sols, sur mieux se loger, je sais pas quoi, améliorer le parcours citoyen dans la rénovation, etc. Et sur chacun de ces cas d'usage, on a choisi plusieurs personas hyper variés et on a expliqué pourquoi leur vie aujourd'hui était compliquée, en partie à cause de nous, parce qu'on n'était pas au
niveau sur les sujets numériques et données collectivement. Donc, par exemple, on explique comment Mélanie, qui est propriétaire, qui veut rénover son logement, elle a du mal à toucher ses aides. On explique comment Anne, qui est agricultrice, elle a du mal à savoir de la même façon les aides auxquelles elle est disponible, les aides qui sont disponibles pour toucher une prime environnementale quand elle met moins d'entrants, par exemple, pour prendre soin de la qualité de ses sols. On explique comment Pascal, qui est responsable RSE dans une entreprise de vêtements, pareil, il a tout un tas de difficultés à cause de l'harmonisation, de la fiabilisation des données. Mesurer le coût d'un t-shirt, par exemple. On explique que Nirmala, qui est en agence d'urbanisme, elle a également des problèmes, que Patrick, qui travaille dans une AOM, Claire, qui est dans une PCI, etc., etc. Donc, on a plein d'acteurs publics, privés, des ONG, des citoyens, des entreprises, qui aujourd'hui peuvent pas faire leur métier. C'est pas du tout des techniciens du numérique, hein, souvent, mais ils peuvent pas faire correctement ou de façon suffisamment efficace leur métier parce qu'on n'est pas assez bon sur ces sujets numériques et données, même si il y a tout un tas de trucs qui sont déjà bien, hein, évidemment, mais en tout cas, il y a plein de trucs qu'il faut améliorer drastiquement. Donc si je vous prends un exemple, mais très vite, parce que Pascal fera ça sur mieux se déplacer, sur valoriser la qualité des sols, vous voyez, on retrouve nos deux personas, là, Anne et Étienne. On explique comment eux et tous les autres, ils ont tout un tas de problèmes. Ensuite, on l'objective, on l'explique. On dit, bah, en fait, si Anne, elle a du mal à toucher la prime environnementale, c'est parce qu'elle passe par toutes ces étapes-là. Ça, c'est fait par le public, ça, c'est fait par le privé. Il y a des rôles qui parfois sont inversés dans les deux sens. Il y a des données qui ne sont pas interopérables. Il y a des standards qui manquent, il y a des identifiants qui manquent, etc., etc. Donc, c'est pour ça que le parcours de Anne et d'Étienne aujourd'hui n'est pas fluide. On explique comment est-ce qu'il faut que ces systèmes d'information, ces bases de données soient réurbanisées pour qu'ensuite leur parcours devienne fluide et que le rouge qu'on a vu tout à l'heure dans les descriptions des situations passe au vert. Ça, c'est la première jambe, c'est ce qu'on a appelé les GT micro. Voilà, on se focalise sur des problèmes micro à partir du terrain, hein, dans des démarches très bottom-up où on prend des personas, même s'ils sont fictifs, et on essaie d'en déduire des actions pour améliorer la vie de ces personnes. Pour prendre les arbitrages sur l'urbanisation des systèmes d'information, là sur cette slide, on a besoin d'une deuxième jambe, plus conceptuelle, disons, qui nous permet d'être cohérent dans la façon dont on prend les arbitrages, notamment sur la répartition des rôles entre le public et le privé, et au sein du public, entre les différents échelons géographiques, le local, et avec le local évidemment tous les échelons, le national, l'européen et l'international, au sein de la sphère publique. Donc, cette deuxième jambe, elle prend racine dans la logique de plateforme publique qui dit, pour urbaniser les systèmes d'information, pour organiser qui fait quoi, il faut s'inspirer du mode de gouvernance d'une ville dans lequel les pouvoirs publics ils font deux choses. Ils font les règles, le code de la route, le code de l'urbanisme, etc. Mais ils font aussi les infrastructures de base qui permettent l'échange et le partage, les routes, le réseau d'égouts, le réseau d'électricité. En revanche, ils ne font pas toutes les maisons. Les maisons, c'est fait par l'externe, par le privé, par la société civile, sauf exception, sauf HLM. La plupart du temps, nous, notre boulot public, c'est de faire en sorte que les maisons faites par d'autres, elles soient innovantes, elles existent, elles soient ergonomiques, etc. Mais aussi qu'elles respectent les règles qu'on a développées, le code de l'urbanisme, et qu'elles se raccordent aux infrastructures, qu'elles jettent leurs égouts dans le réseau d'égouts et pas dans le jardin du voisin d'à côté. Dans le numérique, c'est la même chose. Ces règles et ces infrastructures, c'est les fondations de la maison en marron et en orange. Donc vous voyez, en marron, il y a des règles d'éthique qui visent à lutter contre tous les risques qu'on a identifiés dans le manifeste, des règles de sécurité, des règles d'interopérabilité, donc ça c'est des standards du texte. Ensuite, on a des infrastructures, donc pas physiques mais numériques, que ce soit du contenu, c'est-à-dire des données, avec toutes les données métiers qui nous intéressent, hein, la plupart du temps sur les déplacements, par exemple, sur la qualité des sols, j'en parlais tout à l'heure, sur les DPE, des diagnostics de performance énergétique des maisons, etc., etc. Ou des données d'identité, donc que ce soit des données d'identité citoyenne avec l'annuaire et l'outil d'identification associé, par exemple France Connect, c'est un outil d'identification associé, des données d'identité pro ou structure, par exemple les données des agriculteurs et de leurs exploitations agricoles, les données d'identité autres, par exemple pour continuer dans mieux se nourrir, les données des animaux qui ont aussi besoin d'être identifiées, ou les données des parcelles agricoles, par exemple, pour arriver à croiser ensuite des bases de données. Donc on a des données, du contenu, qui circulent dans du contenant, dans des tuyaux, soit pour être diffusés en open data, soit pour être diffusés entre un cercle restreint fermé d'acteurs. Donc ça, c'est les fondations de la maison. Et ensuite, l'équivalent des maisons de la ville qu'on fait pas sauf HLM, c'est les SI métiers cœur en gris ici, ou les services numériques qui leur gravitent autour, qui se raccordent aux grilles, que ce soit pour les citoyens, pour les particuliers, comme tous les apps de covoite par exemple, pour les professionnels qui ont aussi besoin de tout un tas d'outils pour travailler, ou pour les deux en vert. Et ensuite, ces services
numériques qui sont la partie émergée de l'iceberg, hein, ce que voient les gens, eh ben, ils produisent des données qui sont utilisées ici à des fins primaires dans ces outils, mais qui doivent être utilisées à des fins secondaires, et donc ils doivent remonter dans le toit de la maison, ou bien pour le pilotage des politiques publiques, que ce soit au niveau national ou territorial, pour savoir où on met telle ligne de RER métropolitain, par exemple, ou bien pour la recherche et l'innovation en rose. Et tous ces services numériques asymétriques observatoires, ils doivent respecter les règles en marron et se raccorder aux infrastructures en orange. Et pour s'en assurer, nous, puissance publique, on a un rôle de régulation avec toute la partie carotte, donc c'est la partie financement et innovation, et toute la partie bâton, la partie évaluation. Et il y a aussi tout le nuage engagement parce que si on met que des KPI, des schémas d'urbanisation, parce qu'en fait la maison c'est ça, hein, c'est un schéma d'urbanisation informatique et que du froid entre guillemets, sans penser à la partie chaude, c'est-à-dire formation, accompagnement, toute la partie humaine, sens, etc., on n'arrivera à rien. Donc, le nuage en haut à droite, c'est presque le plus important. Donc voilà en gros comment sont répartis les rôles entre le public, en gros fondation de la maison, le privé au-dessus, sachant qu'évidemment le diable se cache dans les détails, ensuite il faut rentrer thématique par thématique pour bien arriver à faire la répartition des rôles, et ensuite au sein du public, en fonction de ce dont on est en train de parler dans les fondations, parfois c'est territorial, et c'est légitime que ce soit pas pareil, tel référentiel ou tel identifiant en Guyane et en Nouvelle-Aquitaine, c'est relativement rare. Parfois c'est national, par exemple France Connect c'est national, parfois c'est européen, le RGPD par exemple dans la sécurité, là c'est européen, et parfois c'est même international. Par exemple, si on parle du fret maritime, on va avoir plein de trucs qui sont internationaux. Voilà la logique de plateforme publique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette feuille de route? On n'a pas fait une seule maison, on en a fait 7 ou même 8 plus exactement, parce que le chantier est titanesque. Dans la santé, hein, où je travaillais avant, on avait fait une maison, pour vous dire. Là, on n'a pas pu mélanger des choux et des carottes, on a dû faire une maison. Patrick et Ghislain m'ont dit, bon, c'est pas une maison, c'est une gare. Donc, ils ont fait une gare. La DGLN ont fait un écologement sur mieux se loger. Le MASA, côté agriculture, on fait une ferme sur mieux se nourrir, un magasin sur mieux consommer, une usine sur mieux produire, et puis des cabanes pour mieux préserver les ressources et la biodiversité. Et vous voyez, on a des tuyaux, des animaux et des oiseaux qui passent de maison en maison sur la thématique transversale, parce que même si on ne peut pas tout mettre au sein d'une même maison, c'est essentiel de faire le lien entre ces différentes thématiques, parce qu'il y a plein de cas d'usage. Je sais pas quoi, par exemple, je disais tout à l'heure, il faut prendre en compte la biodiversité dans les décisions d'urbanisme, notamment d'aménagement. Bon, ben, ça veut dire que côté mieux se déplacer, mieux se loger, il faut qu'on ait donné de la biodiversité, donc de la cabane qui arrive jusqu'à ces maisons-là. Voilà, de façon très schématique. Là, vous avez 147 actions prioritaires, c'est les briques que vous voyez dans chacune de ces maisons, sachant qu'en tout, il doit y avoir, on n'a pas compté, mais il y a peut-être 1000 briques, quoi. Donc, dans les 300 pages, on zoome déjà uniquement sur 147 actions, qui sont les actions prioritaires pour arriver à rendre la vie des personas qu'on a vus tout à l'heure plus simple. Donc, en gros, c'est comme ça qu'on fait le lien entre le micro et le macro qu'on voit ici. C'est-à-dire qu'on a dit, ben, comment on choisit les briques les plus importantes dans la maison? Ben, c'est celles en priorité qui vont aider au cas d'usage retenu d'un point de vue politique. Donc là, je passe très rapidement, mais du coup, vous aurez les supports. Donc, mieux se déplacer, c'est la maison que va présenter Patrick. Il vous présentera comment la maison est structurée. Les briques entourées en noir, c'est c'est les 11 briques qu'on retrouve ici. Donc, c'est celle sur laquelle on a fait le zoom dans Mieux se déplacer. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil à Mieux se loger avec l'éco-maison. Mieux préserver les ressources, vous voyez, celle-ci, elle est énorme parce qu'il y a tous les sujets eau, mer et littoral, forêt, sol, atmosphère, risque, santé, rejets polluants, déchets, économie circulaire. Mieux préserver la biodiversité. On voit dans l'orientation C, là, de mieux préserver la biodiversité, à quel point la logique décloisonnante de France Nation Verte est utile, parce qu'en fait, les acteurs de la biodiversité nous disaient, nous, on reste à travailler entre nous, quoi, le muséum, l'OFB, etc. Et on n'a pas suffisamment de liens avec les gens qui exercent des pressions sur la biodiversité. Or, nous, il faut que nos données, elles arrivent de façon hyper ergonomique, native, intuitive, dans les logiciels de ces gens-là, pour qu'ils puissent les prendre en compte de façon la plus efficace possible. Donc, vous voyez, toute l'orientation C, c'est faire en sorte que, par exemple, des exploitants forestiers, 7 là sur Foreg, ils puissent savoir, en gros, quand ils gèrent leur forêt, quels sont les enjeux de biodiversité associés, comment ils les prennent en compte. Et grâce au décloisonnement des maisons et des acteurs, on a réussi à faire discuter ces différentes parties prenantes, même si évidemment c'est que le début, il faut que ça continue dans la durée. Mieux produire, très gros aussi, avec 4 sous-thématiques, industrie verte, transport de marchandises, comme je le disais, finance et énergie. Mieux se nourrir, mieux consommer, transversal, ce que
je vous disais, ça c'est important que vous regardiez aussi parce que elle concerne toutes les maisons en fait, cette thématique transversale quoi. Donc de la même façon, on remonte dans toutes les strates de la maison progressivement. Pareil, hyper important aussi que vous regardiez un des sujets transversals qui est l'adaptation et la gestion de crise. Donc, vous voyez, on a identifié les risques les plus importants qui vont être amenés à s'intensifier, à se croiser, à augmenter en fréquence. Et sur chacun d'entre eux, on se dit comment est-ce qu'on le gère? Et la plupart du temps, pareil, ça demande un décloisonnement qui est énorme entre acteurs, qui sort de très très loin du ministère de l'Intérieur, qui est le ministère qui a l'habitude de gérer les crises habituellement, sur lequel on se rend compte qu'il faut qu'on travaille bien plus main dans la main si on veut réussir à être à la hauteur de ce sujet un peu stressant. Je passe très vite, mais juste pour que vous voyez, en santé numérique, je pilotais pendant 3 ans et demi la transformation numérique du système de santé, notamment pendant le Covid. Vous voyez, on avait une maison et on avait un cas d'usage. C'était la même logique. Notre cas d'usage, c'était faire en sorte que les données, que ce soit les prescriptions, le compte-rendu d'hôpital, les radios, les images, les vaccins, les antécédents, les allergies, etc., circulent de façon fluide avec nous, le patient, et avec tous les professionnels qui nous prennent en charge. Le médecin, le pharmacien, le kiné, l'EHPAD, si on a une personne âgée, l'hôpital, etc. Pour faire ça, deux types de sujets principaux qu'on vraiment massivement été améliorés ces dernières années. Les sujets d'identifiants, qui sont toujours des sujets hyper importants. Et dans la feuille de route, sur chacune des thématiques, il y a un sujet identifiant qui est hyper important, qui est quasiment systématiquement un serpent de mer qu'il faut absolument craquer pour arriver à faire tout le reste. Dans la santé, c'était pareil, c'était l'identifiant du patient. Et les infrastructures de partage de données. Donc, on parle beaucoup d'open data. Il y a encore énormément de sujets sur l'open data. On n'est pas au bout de l'open, mais franchement, dans l'écologie, toutes thématiques comprises, il y a vraiment eu beaucoup de progrès qui ont été faits. En revanche, sur le partage de données, c'est-à-dire des données qui circulent entre des cercles restreints fermés d'acteurs, ou bien acteurs publics, territoriaux, nationaux, européens, ou bien publics privés, la plupart du temps, là, on a vraiment énormément de boulot. Et pas que dans l'écologie, hein, d'ailleurs, c'était pareil dans la santé, dans la culture, dans l'éducation, etc. C'est souvent sur ces deux sujets de la maison, les identifiants et les infrastructures de partage de données, donc dans le orange, qu'on a le plus de travail. Et vous voyez, c'est des sujets qui sont souvent hyper compliqués parce qu'ils cumulent toutes les difficultés en termes de gouvernance, en termes techniques, en termes métiers, mais c'est possible. Mon espace santé, qui est j'espère que vous avez activé, qui est le carnet de santé numérique, il explose. Aujourd'hui, on a 80% des hôpitaux qui sont accordés, les 2 tiers des biologistes et de tous les médecins libéraux, etc., etc. Donc voilà, puis de la même façon, ici, vous avez la maison version Covid, avec tous les projets qu'on a dû porter dans des temps très courts pendant le Covid, notamment SIDEP, le système d'information de dépistage, qui vous envoie votre résultat de test, où là, de la même façon, on a connecté les 4500 laboratoires de biologie médicale en 3 semaines, sachant que ça faisait 8 ans que c'était un projet serpent de mer qu'on essayait de porter sur la dengue et le chikungunya et on n'y arriverait pas. Donc, c'est pas parfait, hein, évidemment, dans la santé, il y a encore énormément de boulot, c'est super compliqué, mais collectivement, hein, pas que l'État, collectivement, parce qu'on a travaillé main dans la main avec les acteurs externes, comme si on était collègues, disons, on a avancé plus vite en 3 ans qu'en 20 pour les patients citoyens et pour les professionnels de santé. Donc, il faut qu'on arrive à faire la même chose dans l'écologie. Et vous, en tout cas de ce que j'en ai compris, dans toutes les thématiques de l'écologie, mieux déplacées, vous êtes vraiment les plus matures, j'ai l'impression, les plus avancés. Et donc, j'ai envie de dire, vous avez presque double responsabilité, non seulement d'avancer encore plus vite que précédemment, mais aussi de montrer l'exemple aux autres pour leur donner du baume au cœur et montrer que c'est possible et les inspirer et les aider à faire avancer leur propre sujet en vous copiant. Très rapidement, pour terminer sur le comment, c'est toujours pareil, hein, on n'a jamais le temps d'en parler dans les détails du comment, alors que ce que je disais, hein, c'est 95% du boulot, il est sur le comment, hein, il n'est pas sur les idées, il est sur comment on va le mettre en place en vrai. Donc je vous le montre en très accéléré, mais vous avez le détail dans la feuille de route. Donc le constat, si on se dit les choses, et c'était unanime, c'est que c'est le bazar. Pour la faire très courte, en gros, c'est le bazar, il y en a partout, on ne sait pas suffisamment qui fait quoi sur la plupart des sujets, même si encore une fois, il y a plein de trucs qui marchent. Mais globalement, il y a une entropie qui est énorme parce qu'on n'est pas assez bon, mais aussi parce que les sujets sont très gros. Donc, c'est pas juste ouais, qu'on n'est pas bon, c'est qu'objectivement, c'est compliqué. Il y a énormément de sujets, énormément d'acteurs. Néanmoins, il faut qu'on fasse mieux. Donc, sur la partie transformation interne de la sphère publique, comment est-ce qu'on a arbitré le fait de faire mieux? On a essayé de faire en sorte déjà qu'il y ait des pilotes dans l'avion. Souvent, il n'y a pas suffisamment de pilotes dans l'avion. Il y a des opérateurs qui font plein de trucs, il y a au niveau territorial qui font plein de trucs, mais au niveau, nous, de l'administration centrale,
que ce soit au niveau méta, donc de tout France Nation Verte. Vous savez, il y a le SGPE qui a été créé et il va y avoir un pôle numérique et données au SGPE qui va être créé avec une petite équipe qui va faire la coordination entre toutes les thématiques. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Et ensuite, il va y avoir des pôles thématiques pilotés par la DGITM en lead et par la DGEC en back sur mieux se déplacer en l'occurrence, qui vont assurer le pilotage, la coordination de toute la thématique mieux se déplacer, indépendamment de si ensuite le projet est porté par tel ou tel opérateur, tel ou tel échelon territorial, etc. Donc, cette organisation au niveau de l'administration centrale, avec des moyens humains comme financiers renforcés, j'y reviendrai parce que l'arbitrage qu'on a réussi à obtenir l'an dernier, c'était 120 ETP, c'est énorme, hein, 60 côté transition écologique, 60 côté agriculture sur toute la feuille de route en plus, et 250 millions d'euros, c'est encore bien trop faible, mais c'était déjà quand même ça, et le fonds a été sabré à 20 millions d'euros. Donc j'y reviendrai en conclusion pour aussi vous dire à quel point c'est important que vous répondiez à la concertation publique pour cette raison. Indépendamment des montants, l'énorme arbitrage très très positif qui a été obtenu, c'est que c'est un fonds interministériel. Quand on était à Vienne, on a fait une conférence à l'ONU, on a présenté la feuille de route numérique et données, tous les acteurs disaient les données ne circulent pas entre les acteurs parce que les acteurs sont silotés, parce que les financements sont silotés. Donc si on ne remonte pas à la racine du mal, c'est-à-dire qu'on ne désilote pas les financements, bah, les acteurs auront du mal à travailler ensemble parce qu'il n'y aura pas les tuyaux budgétaires, il n'y aura pas la gouvernance nécessaires associés, et donc ben, il n'y aura pas d'interopérabilité entre les systèmes d'information. Donc le plus important, c'est ça, c'est que c'est un fonds interministériel. Et ensuite, il y a une question évidemment de montant. Et puis, il y a le sujet culture et attractivité RH qui est très très important aussi, parce qu'au-delà des moyens et de l'organisation de la gouvernance, si on ne change pas la culture de travail et la façon dont on travaille dans l'administration, on n'arrivera pas non plus à être suffisamment au rendez-vous. Donc, je vous lis pas cette culture, mais voilà, s'il y avait une slide qui est peut-être la plus importante de la présentation, même si elle nous concerne nous en interne, c'est hyper important voilà, qu'on la partage avec vous. L'idée, c'est d'avoir vraiment cette culture de travail-là, notamment d'être très, très proche du terrain et des faiseurs pour arriver à faire correctement. Sur la partie transfo interne, je lis pas parce que ce serait trop long. Je vous le disais tout à l'heure, on a fait une expérimentation en Bretagne. Là, elle va être déployée, généralisée à tout le territoire. Donc, chaque territoire va faire l'équivalent du travail qui a été fait là au niveau national, avec les maisons et les cas d'usage, mais décliné au niveau territorial. En gros, cette slide, elle dit ça. C'est évidemment hyper important parce que 80% des décisions, des actions dont on parle sur quasiment toutes les thématiques se prennent au niveau territorial. Donc, s'il n'y a pas ça, voilà, la feuille de route ne se mettra pas en œuvre en vrai. Ensuite, le niveau international et européen, j'en parle pas parce que ça se concerne un peu moins mieux se déplacer, mais sachez qu'il y a un énorme sujet aussi au niveau onusien. On a présenté la feuille de route à la COP28, etc. Et puis, ça c'était plutôt sur la partie interne. Sur la partie externe, c'est les nuages de la maison qu'on a vu tout à l'heure. Comme je le disais, il y a toute une partie bâton, une partie carotte, et elles sont complémentaires, et une partie engagement. Si vous voulez un résumé de ces 300 pages sur qu'est-ce que j'ai à retenir dans l'année qui vient, bah c'est cette frise-là. On a réussi à la faire tenir sur une frise où vous voyez à la fois toute la partie volet territorial, volet international, recrutement et culture d'équipe, qui est en gros ce qui va nous occuper la plus grande partie de l'année, hein, qui est le plus important sur le volet transformation interne ici. Hein, c'est normal, c'est la première année, c'est la partie où il ne faut pas se rater sur ces sujets-là. Co-construction, avec, vous voyez la feuille de route V0 publiée en décembre, la feuille de route V1 qui sera publiée à l'été. Et donc, c'est hyper important que vous pouviez l'enrichir, l'alimenter, la soutenir, la challenger là, dans la phase dont on est en train de parler. Et puis, sur les côtés de la frise, vous avez tout un tas d'exemples d'actions qui avancent en parallèle de la co-construction pour ne pas perdre de temps. La clé du sujet de tout ça, c'est qu'on en fasse une aventure collective, que ce soit une aventure interministérielle. Donc là, vous voyez tous les ministres, ceux de décembre dernier, mais il y en a beaucoup qui sont encore là, qui disent à quel point la feuille de route est importante pour les sujets dont ils ont la charge. Avec les territoires, donc là, vous voyez, c'est quand même rare. Hein, on a Région de France, les maires de France, la FNCCR, les interconnectés, etc., qui saluent la démarche de travail qui a été faite ensemble et qui invitent à continuer, notamment via la déclinaison territoriale dont on parlait. Donc, hyper important qu'on continue et qu'on accentue ce travail main dans la main. Et puis les parties prenantes externes, que ce soit des ONG, l'ONU, des startups de la ferme digitale, du CNUM, etc., des think tanks, la Commission européenne, la CNIL, qui disent aussi à quel point cette feuille de route est importante et ils sont prêts à y contribuer. Je termine par ça, et un peu en lien avec ce que disait Justin en introduction. Vous le savez, c'est pas un scoop, il y a un sujet de continuité des politiques publiques qu'on porte, que ce soit dans le numérique ou de façon générale
parce que c'est compliqué, voilà, parce qu'on est en démocratie, parce que ça tourne souvent, etc. Dans la santé, c'était la même chose. Et vous voyez, moi j'étais entre 2019 et 2022, la maison, elle ressemblait à ça au début. Donc elle était très très basique. Et évidemment, elle s'est enrichie. Là, ceux qui ont pris la suite, là, qui étaient un peu nos premiers recrutés, ils ont même fait une maison 3D, ils continuent d'avancer à marche forcée, etc. Donc évidemment, la maison, elle vit au gré des nouvelles priorités politiques, du contexte, etc. Mais la maison, elle reste. La structure générale, elle reste. Et le fait qu'elle reste, c'était pas gagné d'avance, c'était un vrai challenge parce que vous voyez en bas dans la santé, on a eu le plan Ma Santé 2022, puis le Ségur, puis France Relance, puis France 2030, puis le CNR, puis le CITB. À chaque fois, c'était super parce que c'était une opportunité d'avoir de l'argent en plus. Et juste dans la santé, on pilotait 3 milliards d'euros, hein, pour vous dire la différence de montant, alors que le périmètre est 10 fois plus gros dans l'écologie. Euh, mais c'était aussi un vrai risque qu'on nous demande systématiquement de refaire une feuille de route. Et ce qui a fait qu'on a réussi à tenir ensemble et à garder le cap et à voir les résultats avec les courbes exponentielles que vous avez vues, c'est que vous, les acteurs externes dans la santé, donc je sais pas quoi, les assos de patients, les professionnels, les syndicats de médecins, les fédérations hospitalières, etc., chaque fois qu'il y avait un changement de cabinet politique, de gouvernement, etc., disait à quel point la feuille de route, évidemment, elle n'était pas parfaite, il fallait l'accélérer, l'améliorer ici, rajouter telle action, etc. Mais qu'en gros, la doctrine de plateforme publique et la méthode employée étaient la bonne, et donc il fallait tenir le cap et avancer dans la même direction et donner des moyens en plus. Ce qui fait qu'on a réussi à obtenir 2 milliards d'euros ici, 1 milliard d'euros ici. Et c'est vraiment grâce à vous, entre guillemets, grâce à l'externe, que nous, en interne, on a pu assurer cette continuité, travailler et avoir des moyens pour passer à l'échelle. Donc c'est pour ça que c'est très important que vous répondiez à la feuille de route en challengeant telle ou telle action, en ajoutant ça, modifiant tel délai et tout, mais c'est aussi très très important que, si vous le pensez évidemment, que vous souteniez et que vous disiez, OK, on va aussi, nous aussi, mouiller le maillot, on est prêt à avancer dans la même direction pour faire ce qu'on a à faire tous ensemble. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Laura. Alors, je vois qu'on a des questions dans le chat. Merci beaucoup. Mais je sais aussi que Patrick doit nous quitter à 10 heures. Donc Mmh. peut-être qu'on peut Ça va regrouper aller, les moi, questions. Ça va aller? ouais, je Tu peux penses? rester 10h30. Ok, bon, bah, génial. À ce moment-là, on va commencer par les quelques questions. Il y a trois questions qui ont été posées. Une première sur bah, pourquoi une maison en termes de forme, enfin pourquoi une maison et pas autre chose, enfin voilà, pourquoi avoir choisi cet objet, un peu cet objet lien. Et puis une deuxième qui peut, enfin je crois que les trois questions sont un peu liées, je te laisserai y répondre ensemble. La deuxième, hein, c'est sur c'est quoi le lien avec, de manière générale, la stratégie européenne numérique qui existe, et plus spécifiquement les data space, qui en est l'un des objets. Et puis, troisième question sur les ODD, donc plutôt comme tu as cité l'ONU plusieurs fois, c'est quoi le lien qui peut être fait ou pas d'un point de vue méthodologique? Mm. On va prendre Alors, 3-4 minutes là-dessus. ouais, non, mais alors très vite, sur la maison, en gros, euh, moi, en 2019, je suis arrivée au ministère de la Santé et avec Dominique, mon binôme, on n'arrêtait pas de parler de la métaphore de la ville que je vous ai racontée sur la maison. Et au bout d'un moment, il y a une collègue de l'Agence du numérique en santé qui en avait marre de nous entendre parler de la métaphore de la ville et qui a dit, bon, ben, si la métaphore, ça marchait très bien, cette métaphore, parce qu'en gros, pour les non techniciens, c'est très parlant, en fait. Et c'est quelque chose que tout le monde connaît sur la répartition des rôles et qui était vraiment voilà la métaphore phare, disons, pour arriver à embarquer les acteurs. Et donc, Claire, là, notre collègue de l'Agence du numérique en santé, elle a fini par faire une maison. Et en fait, cette maison, elle est devenue complètement emblématique. C'est-à-dire que, je vous dis ça parce que on passe notre temps, enfin, comment dire, dans la fonction publique, il y a un truc qui est, on nous demande toujours, sur le numérique ou sur le reste, de dire, c'est quoi tes trois objets? C'est quoi tes trois exemples qui vont parler aux Français, etc. Donc moi, je dis pas qu'il faut pas trois objets et trois exemples. Des exemples, il y en a 147, on peut en prendre tout un tas. Mais je dis que c'est un sujet systémique. Et il faut qu'on arrive aussi à incarner ce sujet systémique au-delà du petit site par-ci, de mon espace santé par-là, du SDATUP par-là, de l'identité nationale de santé ici, etc. Il faut qu'on capte qu'en fait, tous ces sujets sont liés, que toutes les parties hautes de la maison s'appuient sur les parties basses de la maison, et que si on ne taffe pas sur les parties basses de la maison, qui sont moins sexy que le métaverse, l'IA ou la blockchain, on construira tout le reste sur du sable. Toute la partie visible, si elle dysfonctionne, si les observatoires sont pas cohérents, si on n'arrive pas à croiser des bases de données, si les services numériques sont pas interconnectés, etc., c'est parce qu'on n'a pas les fondations de la maison. Et donc, le fait de mettre à plat cette maison, c'était une façon de dévoiler le caractère systémique et de dévoiler aussi tous les sujets des fondations de la maison, qui sont les sujets les moins sexy, mais en fait souvent sur lesquels on est les plus en retard
Et en fait, les plus importants quand on est la fonction publique, là, typiquement, on fait que parler d'IA en ce moment. Je dis, bah, c'est bien de parler d'IA, il faut avancer sur l'IA, etc. Mais il faut surtout avancer sur les fondations de la maison. Non seulement parce qu'on n'aura pas d'IA si on n'a pas les fondations de la maison, si on n'a pas des données qui circulent, etc., avec tous les problèmes de souveraineté associés et compagnie, mais en plus parce que 95% des problèmes qu'on a identifiés, en fait, elles ont des solutions qui ne sont pas l'IA, quoi. Donc évidemment, il faut aller sur des 5% restants, mais il faut surtout taffer sur des solutions qui existent déjà et faire en sorte qu'on les améliore. Et donc, chaque fois qu'un acteur interne ou externe, chaque fois qu'on commençait une réunion, c'était marrant, hein, que ce soit Doctolib, un hôpital ou je sais pas quoi, des syndicats de médecins, toutes les réunions, naturellement, commençaient par la maison. On disait, on est où dans la maison là? On est en train de parler de téléconsultation, d'identifiant, de mon espace santé, d'intelligence artificielle en santé, etc. Et donc, de fait, on se mettait dans un cadre qui nous dépassait. Donc ça, c'était le premier truc. L'objet emblématique, c'était pas mon espace santé, c'était vraiment la maison dans la santé. Et moi, j'ai été missionnée par la première ministre pour répliquer la méthode faite en santé dans l'écologie. Donc naturellement, on est reparti sur cette histoire de maison qui marchait plutôt bien dans l'écologie aussi. Et deuxièmement, ouais, sur le niveau international et européen, j'avoue, je suis passée très vite dessus alors que c'est important. C'est compliqué parce qu'évidemment, c'est de niveaux de complexité supplémentaires. On a tendance à se dire déjà, faisons bien le travail au niveau national, non seulement parce que ça répond à la plupart des problèmes, mais en plus parce que ça inspirera le niveau européen international et on sera d'autant plus fort pour faire notre lobby ensuite. Donc c'est quand même un peu l'état d'esprit général, mais néanmoins, bah, qu'il y a des sujets qui sont européens ou internationaux, bah, il faut directement les traiter au niveau européen international. Et donc, on a pas mal travaillé avec la DG Connect et puis un peu les directions métiers associées à la Commission européenne pour arriver à voir comment est-ce que toute la feuille de route qu'on faisait là s'inscrivait dans la feuille de route européenne sur des data space, mais on est en train de travailler sur ça avec Patrick et Ghislain aussi sur tous les autres bouts existants, quoi que ce soit le Data Act, le Data Governance Act, enfin tous les trucs qui traînent, sur lesquels c'est dur, hein, franchement, d'avoir une vision d'ensemble. On en parlait à Gaïa la dernière fois. Donc on essaie vraiment Enfin, moi, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas travailler efficacement entre les différenciations géographiques si chacun ne fait pas le ménage chez soi. Donc là, en gros, nous, l'an dernier, en 2023, on a fait le ménage chez nous, au niveau national principalement, entre tous les opérateurs, l'administration centrale, évidemment. C'est un truc qui va devoir durer, qui n'est pas résolu, hein, évidemment, mais quand même, on a vraiment fait un bond en avant en termes de coordination, je pense. Il faut absolument que ça soit la même chose au niveau territorial, d'où l'importance de la déclinaison. Et au niveau européen, hein, franchement, je parlais avec des gens de la DG Connect la semaine dernière qui me disaient nous-mêmes, on s'y perd hein, entre tous les trucs qui existent à droite, à gauche, etc. Et, et, et ce sera beaucoup plus simple de travailler entre nous si chacun, déjà, on est au clair et aligné entre tous les organismes qui font le boulot chez nous. Donc, il y a pas de volet européen international en soi, à part celui que vous avez sous les yeux dans la feuille de route, mais au sein de chaque thématique, quand il y a un sujet international ou européen, on en parle. Typiquement dans l'agriculture, il y a un agri-data space, on pousse pour que AgData, qui est la structure de partage de données sur l'agriculture au niveau national, devienne cette infrastructure au niveau européen. Donc c'est nativement inclus dans Mieux se nourrir en l'occurrence. Et sur le niveau international, de la même façon, on a fait, je disais, 3 jours d'événements à Vienne, on est allé à la COP 28, etc. Toutes les agences onusiennes, pour laquelle c'est un gros bazar, hein, franchement c'est encore pire qu'au niveau national hein, en termes de coordination, etc. euh, Effectivement, travaillent sur les ODD avec certains sujets. Franchement, j'ai pas beaucoup de sujets mieux se déplacer en tête, mais beaucoup plus sur les sujets, par exemple, mieux préserver les ressources et la biodiversité. Là, il y a énormément de sujets internationaux, par exemple sur la déforestation, etc. Où là, on est en train en ce moment de travailler avec eux pour que de la même façon, le même boulot qui a été fait au niveau national là, avec les maisons, la structuration, le meilleur partage de données en acteurs, soit répliqué au niveau international et ils sont extrêmement réactifs. Toutes les agences avec lesquelles j'échange là sont vraiment voilà, hyper intéressées par les sujets. Merci Laura. Je vois que Patrick, tu veux réagir, puis ça va faire la transition, je pense, vers la suite. Ouais, merci. Bah, c'était juste sur la maison, il y a un aspect aussi que tu n'as pas cité, c'est l'aspect infrastructure. Et moi, mon expérience, c'est la durée, en fait. Les systèmes d'info, ils sont là pour 20 ans, voire 50. Et la maison peut représenter ça, quoi, peut-être plus facilement qu'un schéma qui serait pas, enfin, qui correspondrait pas à un objet physique familier, quoi. Mm. Ouais, exactement. Et c'est vrai que, tu vois, là, on en parlait à l'atelier de la semaine dernière, parce que moi comment dire, dans le livre qu'on a écrit avec Clément Berthollet en 2015, là, on a écrit un livre qui s'appelle Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent, les autres étant les GAFAM.
Et on expliquait voilà, comment est-ce qu'il fallait rentrer dans la logique de plateforme publique qu'on a présentée là pour arriver à lutter contre ça et être plus efficace dans les politiques publiques. Donc moi, je parlais plutôt de plateforme historiquement. On parle aussi beaucoup de commun numérique. Je pense que ces termes sont très utiles pour tout un tas de raisons, mais qu'un terme qu'on n'a peut-être pas suffisamment employé encore, exactement ce que vient de dire Patrick, c'est le terme d'infrastructure, parce que comme Patrick le disait, tout le monde comprend que si pour faire des trains, pour faire des centrales nucléaires, on ne peut pas changer d'avis, de direction, etc. tous les 6 mois. Il y a besoin d'une continuité, il y a besoin d'investissement, et que derrière, il y aura tout un tas de cas d'usage qui vont se brancher à ces infrastructures, tout un tas même qu'on n'aura pas imaginé, mais que ces infrastructures, c'est le début en fait, quoi. C'est le prérequis. On ne peut pas parler de la couleur du canapé d'une maison si on n'a pas coulé la chape, quoi. Et donc souvent, c'est quand même ce qu'on fait sur les sujets numériques. On a un peu le numérique gadget, quoi. On n'a pas le numérique infrastructure. Et donc ce greffer, y compris en termes de raisonnement sur les business models ou sur la gouvernance publique-privée, notamment des infrastructures, nous semble être vraiment un truc hyper intéressant tant d'un point de vue politique que économique que technique, quoi. Donc la maison le symbolise effectivement. Cette notion de continuité elle est importante même pour des pistes cyclables, pas que pour les centrales nucléaires. Donc, même pour des objets aussi simples dans la mobilité, non pas parce que je prends cet exemple parce que d'abord c'est bien connu qu'il faut 40 ans, en tout cas qu'il a fallu 40 ans aux pionniers pour le faire, de continuité, y compris politique, enfin de vision de long terme. Voilà. Copenhague n'a pas toujours été du même bord politique pendant 40 ans, mais ils ont quand même pendant 40 ans travaillé le sujet et c'est ça qui fait le résultat ensuite. Alors même que le vélo c'est un objet simple, on peut se dire c'est pas aussi compliqué qu'une centrale nucléaire, mais il faut quand même 40 ans. Et souvent les gens croient que ça prend qu'en 3 ou 4 ans on va faire un plan vélo, mais voilà. Et du coup, cette question de continuité dans le numérique, c'est la même chose. Le numérique, on peut avoir l'impression que c'est très très court, que c'est des sujets de très court terme. C'est en partie vrai sur la couleur du canapé, comme tu dis, mais il y a besoin de le travailler dans la durée. Alors, peut-être pas très avant que tu démarres, il y a une question aussi de Guillaume du CEREMA, peut-être de compréhension sur, parce que il met l'accent sur est-ce que c'est un sujet uniquement de donner des bonnes informations pour que les gens changent leur comportement? Pour moi, ça s'est éloigné, cette question du travail qu'on a fait, mais peut-être préciser, est-ce qu'il s'agit uniquement d'avoir des systèmes voilà, d'information qui donnent de l'information on va dire, aux consommateurs pour qu'ils changent ses comportements, ou est-ce qu'on est en train de parler d'autre chose là? Ou pas que de ça? Enfin, peut-être préciser un peu les Ouais, ouais, choses. bah, Peut-être Patrick, parce que ça va être aussi le cœur de ce qu'on. Dans le mieux se déplacer, on n'est pas du tout là-dedans, donc peut-être que c'est une manière de répondre aussi ben, à Guy. c'est sûr qu'en tout cas, l'information ou la donnée, en fait, c'est pas directement ce qui va décarboner, hein. C'est pas dans le monde physique, c'est dans le monde informationnel. Donc derrière, il faut que ça se traduise par des décisions qui conduisent à décarboner si on regarde le carbone dans la transition écologique, quoi. Mais donc, c'est indirect et donc, c'est pas forcément. On n'a pas de garantie en fait que ça puisse jouer son rôle hein, pour la transition écologique. Par contre, enfin, c'est juste indispensable d'avoir un thermomètre hein, pour mesurer la température. Voilà. Donc, il faut quand même des systèmes d'infos pour arriver à mesurer l'efficacité des actions et donc piloter la transition. Donc, c'est surtout là que ça va jouer, quoi. C'est surtout là. Et le rôle de Après, l'information, il n'est pas effectivement. uniquement pour l'individu. Enfin, il est aussi pour l'acteur public, les Ah entreprises. oui, oui, c'est C'est ça pour dont tous on les parle acteurs. quand on parle de planification écologique. Hein. C'est pas uniquement Ouais, ouais, ouais. Bah, l'utilisateur moi, qui va utiliser un si, éco-score pour après, changer si je son parle comportement. de se déplacer, c'est le prisme qu'on prend. Hein. On regarde les usagers, les entreprises et les acteurs publics, quoi, comme acteurs à qui on peut fournir des infos pour faire des choix, en fait, en vue de la transition écologique. Mais typiquement, enfin, en gros, enfin, comment dire, c'est un sujet, mais c'est un mini-sujet, ce sujet parmi tous ceux de la feuille de route, comme le disaient Patrick et Ghislain. Il y a deux actions qui font écho à ce que vous mentionnez. Si vous voulez regarder la feuille de route, il y a le coach de la transition écologique pour les ménages, là, dans G, qui en gros est en cours de déploiement, qui se base sur nos gestes climat, qui permet de faire notre bilan carbone individuel et qui nous dit ensuite, bah, toi, en gros, le plus efficace, c'est que tu décarbones tes mobilités, tu rénoves ton logement, tu t'arrêtes la viande, etc., etc. Donc là, ça part un peu du présupposé que si la personne sait,
elle aura plus de chances d'orienter ses comportements avec des aides associées, hein. Typiquement, ensuite, ça flèche sur France Rénov pour toucher les aides pour la rénovation énergétique, etc. Et il y a une autre action qui est dans mieux consommer sur des actions d'affichage environnemental, où en gros, l'affichage environnemental, le principe, c'est de dire si aux côtés du Nutri-Score, par exemple, sur l'alimentaire, on a le coût carbone ben, d'un steak, d'une salade, etc., ou d'un t-shirt, d'un ordinateur, peut-être qu'on sera plus attentif dans les comportements qu'on porte. Sachant que souvent, on commence par le sujet régulation par la data, c'est-à-dire on part du présupposé, si je me focalise sur le citoyen, que le fait qu'il sache, ça va orienter ses comportements, mais souvent c'est la première étape vers quelque chose de plus drastique. Typiquement, l'affichage environnemental et la définition du coût environnemental d'un t-shirt a été hyper utile, pas pour l'affichage environnemental là, à court terme, mais pour la PPL, là, le projet de loi Fast Fashion. Vous savez, où je sais pas si vous avez vu passer ça, où en gros, on va limiter le nombre de t-shirts produits par Shein et compagnie en disant, en fait, l'ultra fast fashion, c'est nocif pour l'environnement, et donc on va limiter pas l'offre, et on va pas essayer d'orienter la demande, pardon, avec l'information, côté affichage environnemental, mais on va aussi travailler sur la production. Donc, ouais, c'est juste les deux actions qui font un peu écho à ce que vous dites, mais c'est des tout petits sujets, disons, là, vous voyez, c'est deux actions parmi les 147 de la feuille de route, quoi. Patrick, tu veux peut-être introduire par quel bout? Alors, j'ai Alors, différents éléments, hein. Il y peut-être a, avant de rentrer ouais, dans la gare, là, mais je vais essayer tu voulais d'être peut-être court plutôt pour le cas qu'il d'usage y ou... ait de l'espace. Ouais, celle-là est peut-être plus simple, ouais. Je l'ai juste Merci. coupé en morceaux, ouais. Ouais, ouais, ouais. Le socle ou le dessus. Tu veux le dessus en premier ou le dessous? C'est En fait, plutôt... disons, pour introduire, je pensais Vas-y. disons, pas forcément utiliser le schéma, mais expliquer, bon, quand on a été contacté par Laura là, en fin d'année 2022 à propos du lancement de cette feuille de route, disons, ça nous a un peu fait peur parce que c'est un grand sujet. Et disons, déjà sur le périmètre, je pense que c'est important de bien l'avoir en tête. Donc, on est sur le domaine mieux se déplacer. Donc, comment on l'a compris donc moi, je suis à la DGITM et je suis dans un pôle numérique là, à la sous-direction mine qui s'occupe de services de mobilité essentiellement. Donc, ça allait bien se déplacer. Mais les transports, c'est quand même plus que ça, hein, puisque disons, si on regarde la feuille de route du SGPE, pas la feuille de route numérique, hein, donc la stratégie de décarbonation des mobilités, etc. En fait, le report modal, hein, c'est ça la transition écologique dans se déplacer, c'est prendre moins la voiture individuelle. C'est qu'un des aspects de toutes les actions possibles, quoi. Et donc, on peut faire de la transition écologique dans les infrastructures, dans les véhicules et dans l'exploitation des réseaux notamment, hein. Là, on s'est vraiment centré sur la mobilité. Et donc, ce qu'on a pris en compte, c'est la mobilité, donc le fait de se déplacer, et puis la planification des mobilités. Donc, comment on peut modéliser les déplacements dans le futur et donc aider à faire de l'aide à la décision pour les investissements publics notamment. Et donc, en gros, on a alors là, c'est dans ce qu'expliquait tout à l'heure Laura, il y avait l'idée d'avoir euh, un groupe de travail micro, donc centré sur des cas d'usage qui donc partent de besoins de terrain pour expliquer comment on pouvait avancer dans la feuille de route. Et nous, pour se déplacer, le dernier point que j'ai pas cité, c'est le transport de marchandises. Il est dans la feuille, il est dans se déplacer un petit peu, mais il est aussi largement dans un autre groupe qui s'appelle Produire, là, donc sur l'industrie, dans lequel il y a tout ce qui est logistique, en fait. Donc, on va dire la moitié des transports, il est surtout dans un autre volet de la feuille de route qui a été aussi traité par la DGTM, hein, puisque ça fait partie de son périmètre. Euh, et donc le domaine, globalement, on l'a vu comme ça, la feuille de route, pour nous, c'est plus un cadre en fait, dans lequel on peut inscrire différentes actions. Ce n'est pas encore vraiment un plan d'action, hein. On a de manière pragmatique inscrit des actions déjà en cours dans ce cadre. Mais
on n'est pas du tout dans une démarche, disons, de grands projets descendants. On est plus dans une démarche pragmatique de construction de quelque chose dans la durée à partir d'actions existantes. J'arrive au cas d'usage. Pour finir donc sur le domaine se déplacer, donc on a en gros deux volets. On a un premier volet dans la planification écologique pour les transports. C'est justement de dire pour les usagers ou les entreprises, comment le numérique peut m'aider à choisir, à faire le bon choix, disons, pour aller dans le sens de la transition écologique. Donc, c'est les services numériques de mobilité. Hein, comment m'aider à faire le bon choix pour aller en calcul itinéraire, hein, transport en commun ou acheter mon billet, etc. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on appelle les masses, hein, que Ghislain connaît bien. Mais ça peut être aussi pour les entreprises, comment j'aide mes employés à faire les bons choix pour leur déplacement domicile-travail. Comment, ça c'est l'exemple de 1 kilomètre à pied, là, la start-up française. Là. Donc, comment j'aide des grandes entreprises multisites à réorganiser en fait les déplacements de leurs employés en éventuellement les relocalisant pour diminuer leurs déplacements. Tout ça, c'est dans le même domaine de fournir des informations en fait aux utilisateurs donc particuliers et professionnels pour leur transition écologique. Ça peut être des choses même à un petit peu plus long terme. C'est comment aujourd'hui c'est beaucoup plus du conseil, mais ça peut s'appuyer sur des outils numériques. Comment je peux choisir ma nouvelle voiture, par exemple, ou le bon abonnement dont j'ai besoin pour me déplacer, etc. Donc des choix qui sont plus impactants que juste l'itinéraire le jour J. Donc ça, c'est, on va dire, la première moitié du domaine se déplacer. La deuxième moitié, c'est vraiment la planification euh, des mobilités. Donc là, les utilisateurs, c'est ce que montrait Ghislain, là, les deux cas d'usage, c'est, on va dire, pour les collectivités ou leurs prestataires, les gens qui réfléchissent à comment on va faire évoluer l'offre de mobilité et comment on va manager les mobilités. Euh, donc là, c'est tout ce qui est en fait outils d'étude, d'analyse et de prévision des déplacements en lien avec des choix d'investissement et puis le pilotage des, de la politique publique de mobilité, donc des tableaux de bord. Donc là, il y a l'exemple de Claire qui est chargé d'études dans une petite interco et donc qui doit poser un diagnostic sur la mobilité dans le territoire et qui envisage de créer des lignes de transport à la demande. Elle vient d'être recrutée, elle était dans un autre domaine avant parce que souvent les gens y tournent, etc. Et elle a besoin de savoir où elle peut récupérer les données, à qui les demander, quels outils, comment elle peut faire en fait pour poser son diagnostic et peut-être lancer un appel d'offres de transport à la demande. Donc, c'est des besoins très concrets alors, bien sûr, on a pris des exemples dans les collectivités, hein, parce que l'essentiel de l'organisation des déplacements en France, c'est fait par les collectivités, hein, c'est pas fait par l'État. Alors, bon, Patrick travaille dans une autorité organisatrice de mobilité et met à jour le plan de mobilité de la collectivité avec l'idée de mettre en avant le covoiturage et le vélo. Donc, pour travailler sur ce plan de mobilité, il y a des difficultés, ne serait-ce que les données d'enquête de déplacement, enquête mobilité, sont vieillissantes. Hein. Souvent, elles sont faites tous les 10 ans, voire tous les 15 ans, parce que ça coûte très cher. Il y a les alternatives de plus en plus d'utiliser des données individuelles qui seraient collectées par des opérateurs mobiles, par des applications, etc. Mais comment les récupérer, comment en tirer parti pour, au-delà de l'enquête qui a 10 ans et qui est peut-être pas très pertinente, comment utiliser ces données et aussi comment se projeter en fait sur
la pertinence de créer je sais pas, une voie réservée au covoiturage ou une piste cyclable vélo. Il faut quand même un tout petit peu évaluer la demande et disons, permettre de prioriser les investissements. Donc, il y a besoin d'outils, hein, pour modéliser, même de manière, avec des ordres de grandeur, modéliser les déplacements dans 10 ans, quoi, se projeter en fonction des projets d'urbanisme et puis de l'évolution de la demande. Voilà, donc ça, c'est des exemples de cas d'usage qu'on a essayé de traiter dans la feuille de route. Et est-ce que peut-être tu peux expliquer aussi quelles sont les principales briques qui ont été mises dans la feuille de route? Tu citais justement le fait de partir de projets existants qui ont été cités. Est-ce Ouais, que tu peux revenir sur les principales, je pense que ça c'est la vision du bas, mais là-dedans, dans tout ouais. ça, alors il y a un indice parce que je crois que ça a été prévu dans la charte graphique, ça a déjà été entouré, mais c'est quoi les principaux sujets que peut-être que tu peux en expliquer quelques-uns qui paraît qui sont prioritaires aujourd'hui ou qui devraient l'être du moins? Ouais, bah, disons, comme je disais, la feuille de route, pour nous, on l'a vu comme un cadre, c'est-à-dire que c'était une façon, en fait, de pouvoir, disons, situer, mettre dans des cases, en fait, les différentes actions qui existent et qui correspondent à l'action de l'État sur ces sujets. Alors, sur la partie service numérique de mobilité, hein, l'action de l'État, c'est essentiellement aujourd'hui le fait de fournir en fait les informations qui sont utiles pour les services d'info aux voyageurs, donc les données, hein, donc on voit donc, et même avant les données en fait, euh, l'idée c'est que pour fournir de l'information de qualité, hein, pour faire des calculateurs d'itinéraires ou des services masse plus évolués, il faut qu'en fait la donnée soit la même sur tout le territoire et donc qu'on ait des standards qui permettent d'échanger, de faire circuler la donnée de la même manière, à l'image de la fluidité pour se déplacer d'un mode à l'autre, la multimodalité, ben, il faut que dessous les données elles aussi circulent de manière fluide. Donc Donc les standards c'est en bas sur vraiment un socle l'interopérabilité, quoi. dans l'action du ministère, donc que ce soit sur la donnée routière ou sur la donnée multimodale, hein, d'investir dans les standards et ensuite le socle en fait du niveau du dessus, on va dire, donc on va dire le rez-de-chaussée c'est le fait de publier des données, hein, l'open data qui s'appuie aussi sur la loi, hein, la loi d'orientation des mobilités et puis sur des règlements européens. Et donc, c'est le portail Transport DataGouv, en fait, hein, qui fournit de l'info sur toutes les mobilités. Et, bon, dans le cœur, c'est le transport public. Et puis, il y a des données aussi qui sont pas forcément open, hein, donc le registre de covoiturage, hein, qui permet de, de s'assurer en fait que les trajets ont été effectivement réalisés par les utilisateurs afin de mettre en place une subvention sur les trajets de covoiturage. Et puis des choses plus prospectives, donc d'espace de données, hein, donc c'est la question a été posée tout à l'heure, on pourra y revenir. Donc pour des données qui sont pas open data. Je vais peut-être pas rentrer plus dans les détails. Il y avait aussi les référentiels, hein, notamment routiers, hein, de réseaux routiers ou de tarifs. Et puis après, si on monte dans la maison, là, on a d'une part les SI, hein, donc les systèmes d'info en fait de chaque gestionnaire de services de mobilité, hein, les opérateurs de transport public, les gestionnaires de trafic, les gestionnaires de stations de recharge ou de stationnement, etc. Les systèmes d'info aussi des autorités de mobilité. Donc, et les services qui sont fournis aux utilisateurs finaux, donc les professionnels, les citoyens ou les entreprises, bah donc c'est les services d'aide à la navigation et puis donc les fameux services masse là, donc au sens large en fait, hein, donc on pourrait imaginer du conseil en mobilité, hein, sur optimise mon budget déplacement, etc. Donc dans ce domaine-là, on a
disons, un projet structurant pour nous à la DJTM, là, qui est en haut, là, titre unique. Hein. Donc, c'est l'idée, en fait, de mener une expérimentation avec les AOM, en fait, pour essayer de craquer le problème de la, de la fluidité des déplacements sur tout le territoire. Hein. Les régions ont mis en place et continuent à compléter, en fait, l'interopérabilité régionale, hein, qui permet à des usagers de chaque région de se déplacer avec les mêmes outils, en fait, dans toute la région de manière fluide, quoi, sans trop y penser. Aujourd'hui, c'est pas complété au niveau national. Il y a encore trop d'hétérogénéité. Et donc, c'est un projet qui a été lancé l'année dernière par le ministre Clément Beaune, hein, et donc qui donne une impulsion pour essayer de travailler au niveau national, sous forme d'expérimentation en associant les AO pour avancer là-dessus. Donc là, c'est une action de l'État qui est au niveau des services, quoi. On n'arrive plus justement au niveau des API, par exemple. Comment je peux acheter un titre de transport de manière uniforme sur toute la France? Ben, il faut qu'il y ait un standard d'API de vente de titres de transport. Donc, des questions comme ça, il y en a sur d'autres sujets. Un exemple que j'aime bien, qu'on n'a pas beaucoup investigué, mais qui est traité par nos collègues de la Direction générale des entreprises sous direction du tourisme, hein. Enfin, c'est leur secteur. C'est celui des fois on appelle ça mobility as a feature, donc de dire donc la mobilité pas comme un service donc dédié à la mobilité, mais de dire bah, c'est une fonctionnalité qui est embarquée dans d'autres services numériques. Bah, typiquement donc des services d'info touristique, en fait, que la mobilité de manière fluide, elle apparaisse quand vous vous baladez pour visiter, je sais pas quoi, Carcassonne ou Toulouse, et que vous ayez tout de suite l'info transport pour vous déplacer, aller faire votre circuit pour aller visiter un musée ou, euh, ou une exposition, et que ça soit intégré dans l'info touristique, et a fortiori pour du déplacement à la campagne ou à la montagne, où l'offre de mobilité est souvent difficile à trouver. Voilà. Et donc, ce qui a été mis dans le toit, hein, c'est justement tout ce qui est pilotage, donc, donc ce qui permet en fait d'évaluer la qualité, enfin, l'impact des politiques publiques, et d'arriver à piloter un peu ces politiques publiques, ben, plus qu'un peu, normalement, l'objectif. Donc dans ce volet-là, donc là, on est plus sur la partie cas d'usage que j'ai évoquée tout à l'heure, hein, avec les acteurs publics et les collectivités ou l'État, hein. Vraiment sur la planification des mobilités, on n'est plus sur les services numériques directement. Il y a deux actions principales. L'une, c'est le tableau de bord des mobilités durables. Ça correspond à une action qui est engagée depuis un peu plus d'un an par la DRIEAT, donc c'est la direction régionale, hein, du ministère en Île-de-France, qui est une région pilote, en fait, pour mettre en place le tableau de bord sur des indicateurs de mobilité durable, en association avec le CGDD, donc le service Ecolab du CGDD. Et donc, dont l'idée, c'est de produire, il y a plusieurs dizaines d'indicateurs qui pourront être réplicables dans les autres régions, et qui seront développés sous forme de commun, c'est-à-dire de logiciels libres et de données publiques, et à terme, devront être partagés avec les collectivités qui, elles-mêmes, mettent en place des tableaux de bord. Le deuxième service au niveau de l'observation qui est encadré, là, donc qui correspond à une action qui doit être lancée cette année, là, c'est en fait, au-delà des tableaux de bord, des indicateurs, l'idée, c'est on a besoin en fait d'outils pour analyser la mobilité. Alors, des outils qui peuvent être simples, hein, du calcul d'itinéraire, ça sert aussi quand on veut évaluer la performance d'une offre de transport. Et associé au calcul d'itinéraire, on peut faire des isochrones, et on peut faire quelque chose d'encore plus intéressant
qu'on appelle des cartes d'accessibilité. Alors, c'est l'accessibilité au service, donc avec les transports. Hein. C'est pas l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Hein. C'est en fait regarder depuis tout point d'un territoire en combien de temps j'ai accès aux services publics principaux, santé, éducation, culture, loisirs ou les emplois. Donc, et en fait, cartographier ça et comparer l'accessibilité en voiture, en transport, etc. Et puis, regarder comment elle est équitable géographiquement ou en fonction des CSP, des habitants de la métropole, etc. Quoi. Et donc ça, c'est vraiment des outils qui semblent super importants et qui sont aujourd'hui pas disponibles dans le bureau ou sur le web pour tout le monde, alors que c'est vraiment faisable techniquement et voilà, c'est des outils qui nous semblent importants. Et puis l'étape, disons, d'après, c'est vraiment les outils de modélisation, hein, donc, dont on parlait tout à l'heure, là, de dire comment je peux prévoir l'évolution de la demande et me dire dans 10 ans comment je peux évaluer la pertinence d'investir dans une nouvelle ligne dans un sujet d'actualité là, comment je peux tripler la fréquence du TER là, pour faire un RER métropolitain ou rajouter euh, des lignes de car express pour desservir le bassin de déplacement et comment je peux comparer la rentabilité, la pertinence de ces différents investissements et faire les bons choix donc, sur 10 ou 20 ans. Et sur ce projet-là, donc ça, c'est, euh, c'est c'est pas une action directement de la DGITM, mais dans le cadre des réflexions dans le groupe de travail, on a associé aussi les établissements publics nationaux. Donc, il y a un projet qui est, on va dire, en gestation depuis, on va dire, presque 2 ans, qui associe l'IFPEN, le CEREMA et l'INRIA, qui s'appelait Mobility Data Hub et qui a été renommé là récemment Pivot. Et donc, dont l'objectif, c'est de fournir sous forme de service public, en fait, des outils autour de la modélisation et de la planification des mobilités. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour du propriétaire, mais encore une fois, c'est un cadre vraiment en construction. Il y a énormément de choses à faire, hein, y compris sur d'autres volets que le report modal. Hein. Il y a certainement des indicateurs à construire sur la décarbonation des infrastructures, des véhicules évidemment, et aussi l'optimisation des réseaux, hein, la gestion de trafic et des réseaux. Alors, on va prendre peut-être des questions et réactions s'il y en a, et puis garder un petit peu de temps pour revenir sur la question de cette consultation en cours, quelle forme elle prend, peut-être rappeler un peu à qui elle s'adresse et qu'est-ce qu'on peut en faire. Je reprends comme une question au-dessus de Stéphane Il y avait Blanc. sur les espaces de données, hein, je crois, c'est ça? Alors, il y avait la question des espaces de données qui a été légèrement abordée par Laura, mais il y avait aussi la traduction, les suites en termes de politique publique. C'est peut-être une manière d'aborder la suite de l'échange aussi, de faire la transition. Alors, des questions pratiques de Stéphane, c'était sur est-ce qu'il va y avoir des Alors, jumeaux numériques pour piloter et agir de manière plus holistique. Ça ressemble un petit peu à Pivot dans ce que tu as décrit ouais. d'une certaine façon. Peut-être pas exactement formulé là, Alors, en termes de politique mais publique, équivalent. ouais. Mais vas-y, je te laisse Bon, répondre. ou Laura complétera, hein, mais disons, ce qui me semble important du point de vue de l'État, en fait, c'est qu'il y a une articulation entre cette feuille de route numérique et puis la feuille de route du SGPE. Aujourd'hui, c'est pas complètement le cas. En fait, il manque, disons, un mapping entre les actions de la feuille de route GPE hein, globale hein, sur la transition écologique et puis la feuille de route numérique. Donc, je ne sais pas si ça répond. Après, sur les politiques publiques, en fait, l'État, c'est qu'un niveau territorial, on va dire, mais il y a aussi l'articulation avec les niveaux régionaux et métropolitains, enfin, ou intercommunaux, quoi, qui, qui reste complètement
Et justement, pas construire. mal de questions là-dessus sur les modalités de mise en place de la feuille de route. Ça, c'est, je pense, une question pour tous les deux, Laura et Patrick. Et puis, une double question qui est sur cette question de la gouvernance avec les acteurs territoriaux, donc notamment au niveau régional, où la coordination avec les observatoires régionaux existants ou à venir ou en gestation, selon les cas. Je pense Ouais. que les deux, vous avez tous les deux quelque chose à dire à mon avis, sur ce sujet-là. Comment vous voyez les choses, comment c'est en train de se mettre en place, qu'est-ce qui éventuellement il faut créer autour de ça, Bah, avec un focus mobilité du coup forcément aussi peut-être. alors, sur en fait, les actions qui sont inscrites là, dans ce cadre de la gare, là, c'est des actions de l'État, hein, ou nationales portées par des organismes nationaux. Et en fait, toute l'idée, c'est que ça soit des actions qui soient pas centrées sur l'État, hein, dont les bénéficiaires soient largement les collectivités et l'écosystème. Donc, on va dire produit numérique par produit numérique, hein, pour utiliser le jargon de la DINUM, enfin, on arrive à faire les preuves que ça rend des services aux utilisateurs, comme dans les cas d'usage qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Ça fait partie de l'ADN de ces actions, hein. C'est qu'elles soient pilotées pour avoir des impacts, rendre des services à des utilisateurs bien concrets, quoi, que ce soit pas des trucs Et les utilisateurs étant souvent des régions et soit des trop collectivités. top-down, soit, disons, centrés sur les utilisateurs internes des services de l'État, qui ont évidemment plein de besoins aussi. Après, le fait que les acteurs territoriaux, bah, ils sont autonomes, hein, donc eux-mêmes, ils ont des outils et réfléchissent à comment sortir les bons indicateurs et piloter leur politique publique à leur niveau. Ben, moi, enfin, on peut mettre à disposition des outils, des données. Il faut aussi travailler, c'est plus du soft, en fait, je veux dire, de l'animation, en fait, hein, échanger avec eux sur leurs besoins, comment ils travaillent là-dessus, et voir s'il y a des choses qu'on peut mutualiser. Voilà. Bon, après, ils garderont leur autonomie, parce que voilà, c'est comme notre démocratie, elle est organisée comme ça. Ils ont des niveaux de décision qui sont pas ceux de l'État. Mais effectivement, on parle pas sans doute assez avec eux. Ça fait partie des points sur lesquels on a insisté quand on a réfléchi à cette feuille de route, quoi. Ça prend du temps en fait d'échanger pour améliorer les modalités de travail et trouver les bons endroits où on peut mutualiser, parce qu'effectivement, il y a plein de doublons partout, hein, Mm. alors que les Laura, ressources tu sont veux rares en termes de personnes. peut-être Laura, tu veux revenir un peu sur l'expérience à la fois avec la Bretagne ou comment ça a été pensé à l'échelle de la feuille de route. Alors certes, les mobilités, c'est quelque chose qui est très territorialisé, mais c'est quand même pas le seul domaine malgré tout. Du coup, peut-être voilà, si tu veux en dire quelques mots, et puis du coup, en même temps, revenir sur cette question de la concertation qui est peut-être aussi le lieu pour travailler ça davantage et le mettre un peu sur la table, comme il ne nous reste que 10 minutes. Et peut-être en préalable aux deux questions, si j'ai bien compris. Donc, il y a la question articulation, métier, politique publique générale, feuille de route SGPE, comme dit Patrick au sens large, feuille de route planification écologique, France Nation Verte, et feuille de route numérique, et comment les deux s'entre-alimentent. Et le sujet articulation nationale territoriale. Sur ces deux sujets et sur bien d'autres, ce qu'il faut, enfin, en tout cas, moi, ce que je prône, c'est qu'on se mette dans la logique de travail qu'on appelle, nous, des petits pas rapides. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que l'articulation soit parfaite pour avancer et on ne fait pas du séquentiel, typiquement. C'est pas à la hauteur de ce qu'on a à faire, le séquentiel. On ne peut pas se permettre de dire on attend que le plan de planification écologique, d'un point de vue métier, soit tout bien calé pour ensuite pouvoir dire comment est-ce qu'en termes d'outillage numérique, ça doit se traduire. On ne sera jamais à la hauteur si on fait ça. C'est comme pendant le Covid. Pendant le Covid, on a dû commencer à développer CIDEP, dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi les systèmes d'information qui permettent de faire le contact tracing et ceux qui permettent de faire la vaccination avec toute la gestion de la logistique, des effets secondaires et tout, sans même avoir en tête comment on allait vacciner, avec quel vaccin, quels étaient les rappels de doses, est-ce qu'on allait vacciner avec les médecins traitants, avec des centres de vaccination et tout. Si on avait attendu
que la Direction générale de la santé se mette d'accord avec la HAS et la Terre entière sur ses specs métiers et sur le plan général, entre guillemets, de comment on allait gérer la crise Covid, je peux vous dire qu'on n'aurait pas déconfiné au bon moment parce que SIDEP n'aurait jamais été prêt. Donc on a été obligé d'anticiper et ensuite de se caler petit à petit, c'est-à-dire on ne se met pas dans un mood ingénieur français fonctionnaire que je suis, hein, donc moi-même, je lutte contre moi-même pour changer de ce mode de raisonnement-là. On se dit, on attend que tout soit parfait pour avancer. Dès qu'on peut avancer un pied, on le fait, on fait le premier petit pas. En revanche, on n'avance pas celui d'après 6 ans après, on l'avance 6 mois après. Et on avance comme ça en mode petit pas rapide. Et donc là, c'était vraiment le principe de cette feuille de route, qui est une feuille de route V0, hein, on l'a appelée V0. Il y aura une V1 à l'été, mais il y aura une V2 l'année prochaine, il y aura une V3 en 2026, etc., etc. Et donc, pour la première question de l'articulation métier numérique, la feuille de route globale France Nation Verte, elle est sortie en septembre. En septembre, nous, notre feuille de route numérique et données, elle était finie, hein, quasiment. C'est-à-dire que les gros arbitrages sur ce que vous voulez faire sur le fond, on les avait. Ensuite, jusqu'à décembre, ça a été que de la validation politique et de la mise en forme. Donc, comment dire? On a avancé sans avoir une idée complètement claire sur tous les détails du plan métier. Néanmoins, les cas d'usage prioritaires qui ont été remontés, ils n'ont pas été choisis par moi, hein, ni par Patrick, etc. Ils ont été choisis par les gens du métier, de la DGITM, du SGPE, qui nous ont dit, bah, nous, là, le plus important sur préserver la biodiversité, on se rend compte, ce que je disais tout à l'heure, que les gens qui exercent des pressions sur la biodiversité, notamment dans les projets d'aménagement, ils prennent pas assez en compte les données de biodiv. Et aujourd'hui, on a des maires qui signent des PLU sans même savoir que ça coupe des zones Natura 2000 parce que les données sont dans la base de données du muséum et ils descendent pas de façon suffisamment bien intégrée dans leur logiciel métier. Donc, l'année dernière, on a fait, disons, une articulation en mode dégradé, puisque le plan métier était lui-même en cours de construction. L'idée là de cette année, c'est de refaire une passe, entre guillemets, pour bien s'assurer, au moment de la publication de la V1, qu'il y a des sujets métiers cœurs qui sont sortis peut-être après, qui sont bien outillés numériquement, etc. etc. Donc, je veux dire, il y a une articulation métier numérique qui se refait là, mais qui de toute façon devra se faire dans la durée, puisque tout le monde va avancer au fil de l'eau. Ça, c'est sur la première partie, la première question. Sur l'articulation nationale, territoriale, là aussi, c'est un peu comme la santé, c'était quand même moins territorialisé, disons, que les mobilités. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font au niveau national, mais quand même, hein, il y a les autorités régionales de santé, les régions qui font de plus en plus de choses sur la santé. On a tout le médico-social qui est géré par les collectivités territoriales. Enfin, il y a plein de sujets d'organisation de l'offre de soins, de coordination ville-hôpital, sanitaire médico-social, qui sont régionaux. Et de la même façon, en santé, en 2019, on a balayé la porte, devant notre porte au niveau national, et puis progressivement, ensuite, le territorial a fait la même chose en 2020, et qu'à partir de 2021, on a commencé à réussir à mieux s'articuler, y compris d'un point de vue outillage numérique d'ailleurs, parce qu'il y avait exactement le même type de sujet, hein, des outils de coordination ville-hôpital où on avait un par région, on posait l'articulation de la juste répartition des rôles avec mon espace santé, qui est donc le carnet de santé des Français national, et en gros, qui stockait quoi en termes de données, qui donnait accès à quoi, qui était maître, qui était esclave et tout. Enfin, vraiment, après, il faut rentrer dans les détails, et ça s'est calé petit à petit. Mais donc, pour vous dire ce qui est prévu là dans l'écologie, donc l'année dernière, comme je l'ai dit, on a travaillé avec le CEREMA, avec l'IFPEN, avec l'INRIA, avec l'IGN, avec le BRGM, Météo France, etc., tous les opérateurs, pour déjà arriver à définir une feuille de route commune, où chacun apporte sa pierre à l'édifice, mais où on sorte un peu des doublons. À l'inverse, il y a des sujets clés qui n'étaient pas traités, etc. Donc on a fait une première passe sur ça, mais encore une fois, ça va devoir se faire dans la durée. On a 20 ans de déficit de coordination à rattraper. Donc, première chose. On a aussi fait en mode très dégradé, hein, parce que, enfin, juste pour vous dire, un Patrick à la DGTM, il y a d'autres collègues qui ont travaillé avec lui sur le sujet, mais il était quand même globalement plutôt tout seul. Moi, au SGPE, j'étais toute seule sur le sujet. Enfin, on a eu des ETP que maintenant, donc on va pouvoir reprendre un peu d'oxygène cette année, mais là, on a dû se mettre en mode ultra dégradé pour arriver à produire la feuille de route, montrer qu'il y avait un besoin sur le fond, pour ensuite aller obtenir des moyens humains et financiers et pouvoir travailler dans des délais, dans des conditions plus raisonnables ensuite. Donc, on a quand même tenu à faire, malgré ces conditions très dégradées d'un point de vue moyen, l'expérimentation en Bretagne. Et donc, pour vous donner des exemples très concrets de ce qui s'est dit avec la Bretagne et du coup de ce qui va être généralisé là cette année, avec une offre de service par les opérateurs qui est en cours
constitution, là, par IGN, CEREMA notamment, puis aussi un peu Caisse des dépôts, ADEME, OFB et NCT, il y a une offre d'ingénierie territoriale qui est en train d'être consolidée pour être mise à disposition des collectivités territoriales pour les aider à faire cette déclinaison numérique et donnée de la feuille de route. La Bretagne, ils l'ont fait comme ça avec nous, là, c'était coordonné par l'Adréal, et puis il y avait aussi la DRAF, le SGAR, tous les opérateurs, la région qui copilotait avec l'Adréal, et puis les grandes collectivités territoriales, les petites, etc. Et tout un tas d'observatoires régionaux qui existaient déjà, qui ont travaillé ensemble, où en gros, on a structuré le travail en 3 parties, mais vous allez voir qu'il ressemble vraiment à la partie là, de la feuille de route, et puis ça fait écho aux questions qui sont posées dans le chat. La première partie, c'est la partie macro. Donc, c'est de dire, ben, là, nous, dans le village, dans les différentes maisons, notamment la gare et l'usine, qui vous concernent le plus, on a mis toutes les briques qu'on connaissait, disons, au niveau national. On a aussi mis des briques observatoires régionaux. Chaque brique, vous voyez, il y a un petit picto devant. Si c'est un hexagone, ça veut dire que c'est au niveau français. Si c'est un petit pin, c'est au niveau local. Et si c'est un rond, c'est une terre, c'est au niveau international. Donc, vous voyez, il y a il y a des briques qui sont déjà marquées comme étant infranationales. Et donc, les, la to-do, entre guillemets, enfin, les actions qui ont été portées par les Bretons sur cette partie macro, c'est de dire faut compléter la carto nationale avec toutes vos briques au niveau infranational. Voilà, il y a la ville de Rennes qui a fait ceci, il y a la ville de, je sais pas quoi, la région qui a fait ça, l'Adré, l'observatoire, machin. Donc, vous faites, disons, votre propre maison où vous gardez dedans les briques nationales et internationales parce que vous devez vous appuyer dessus la plupart du temps quand il y a des standards, ceci, cela, mais vous avez aussi des spécificités locales. Deuxièmement, vous faites remonter les problèmes que vous voyez sur les briques nationales. Donc, par exemple, typiquement, le truc classique dans le mieux se déplacer, que vous connaissez une fois mieux que moi, c'est le sujet d'accès à des données privées d'intérêt général, notamment sur la mobilité, Waze et compagnie, où on nous a fait remonter que ce serait quand même bien d'avoir une stratégie où c'est pas chaque région qui se bat avec ses opérateurs, mais on a un truc plus commun. Mais il y a tout un tas d'autres sujets, par exemple, je sais pas, des données du BRGM qui sont publiées tous les 2 ans alors qu'il y en a besoin tous les 6 mois, les données de Météo France qui n'étaient pas encore ouvertes en open data à l'époque, etc., etc. Donc, deuxième partie de cette partie macro, faire remonter des doléances, entre guillemets, et commencer à instaurer un dialogue entre le niveau territorial et le niveau national. Et troisième partie, bah, pour le coup, faire le ménage chez vous, c'est-à-dire dire, bah ouais, en fait, nous, là, c'est pas sérieux. On a, typiquement, je suis allée en Auvergne-Rhône-Alpes, ils me disent, on ne sait même pas si on a 5 ou 6 observatoires énergie-climat. Alors, de là à dire qu'ils disent la même chose et que ce n'est pas des sources de tension entre la ville de Nantes et la région, bah, évidemment, ça l'est. Et donc, il faut que nous-mêmes, en fait, j'y étais allée, j'avais réuni tous les acteurs de la région, ils se connaissaient même pas. Et ils m'avaient dit, en Bretagne, pour le coup, c'était pas le cas. Ils se connaissaient très bien, ils avaient l'habitude de travailler ensemble. Mais en Auvergne-Rhône-Alpes, ils ne se connaissaient même pas. Je leur avais dit, mais qu'est-ce qu'il vous faut pour mieux travailler ensemble? Et ils m'avaient dit que vous, État, vous nous le demandiez. Moi, j'avais des super surprises. Je m'attendais à le dire, voilà, surtout pas l'État jacobin, livre d'administration des collectivités territoriales, etc., etc. Et là, il nous avait dit, bah, tout comme quand on a déployé la fibre, au bout d'un moment, vous n'avez pas fait le plan à notre place, mais vous nous avez demandé de faire un plan, bah là, il faut que vous nous demandiez de faire un plan. Parce que c'est des infrastructures. On revient sur le sujet dont on parlait tout à l'heure. Donc, ben voilà, s'il n'y a que ça, entre guillemets, et si le rôle de l'État, c'est d'être, voilà, d'impulser ce genre de dynamique, ben autant le faire. Et ça ne veut pas dire qu'on est les chefs, entre guillemets, ça veut juste dire que chacun a un rôle, et puis chacun le prend, et surtout, on le joue ensemble, quoi. Donc, première partie de l'expérimentation Je vois qu'il Bretagne, est 10h30, va faire qu'on conclue très bientôt, Laura, parce que tout le monde a des contraintes derrière. Vas-y. macro, cartographie. Deuxième partie, la partie micro. Les cas d'usage et les personnages retenus, c'est des personnages fictifs, entre guillemets, et parfois ça va pas se décliner de la même façon, vraiment région par région. Puis de la même façon, la Bretagne nous a dit, par exemple, moi j'ai le cas d'usage des algues vertes qui est hyper important chez moi, que j'ai envie d'ajouter à ceux que vous avez choisis. Donc très bien. Et ensuite, il y a la troisième partie qui n'est pas sur le quoi, comme les deux premières, mais qui est sur le comment, où là, les régions vont faire justement des propositions de gouvernance entre elles, en capitalisant sur ce qui existe déjà. Hein, s'il y a déjà des observatoires, des lieux où les gens se parlent, ils vont peut-être faire évoluer un peu les objectifs, faire entrer de nouvelles personnes dans la boucle, etc. Et surtout, il faut travailler ensemble des modalités de partage et de travail plus efficaces entre le territorial et le national. Mais comme je le disais, un prérequis de ça, c'est de faire en sorte que de chaque côté déjà, ça se passe de façon plus fluide pour que chaque acteur parte d'une seule voix au national ou le national au territorial, sinon c'est le bazar.
Super. Merci Laura. Patrick, tu veux peut-être prendre le mot de la fin comme tu avais la main. On t'entend pas par contre. Peut-être Ouais, c'est en normal, 30 j'avais secondes, coupé le c'est micro comme la vraiment en une radio parce minute, hein, que donc c'était pour dire donc effectivement, c'était pas évident pour sortir la feuille de route, mais je n'étais pas tout seul, donc on était à trois avec Ghislain et Nicolas Nuitins du CEREMA hein, sur la partie planification. Aussi, comme vous avez encore mis des questions, enfin, je vous invite, comme Laura, à répondre à la consultation, à mettre vos questions, vos suggestions dans le site en ligne. Aussi sur le renfort, donc à la DGTM, on a eu 4 ETP cette année, enfin en fait qui seront disponibles, enfin recrutés cet été. Donc sur la feuille de route numérique des GTM, hein, pas que transition écologique, hein, donc puisqu'on a d'autres sujets, hein, la sécurité, etc. Donc c'est Jean Seng, mon collègue au pôle numérique, qui va prendre la fonction là dans quelques semaines. Et puis on va recruter quelqu'un aussi sur les espaces de données. Il y avait une question là-dessus pour le mois de septembre. Et puis il y a une personne qui est recrutée aussi sur la partie fret logistique digitale et une autre sur les espaces de données, sur les données routes connectées, véhicules connectés. Voilà, et puis sur l'appel à projet, là, GPE d'Inum, là, FINDPE, là, c'est un comité ce jeudi. Et il y a eu à peu près 14 propositions, en fait. Il y en a 12 qui seront évaluées ce jeudi. Et donc, on aura les confirmations des projets qui sont soutenus, je pense, d'ici une dizaine de jours. Voilà. Et merci beaucoup d'avoir participé. Et encore une fois, n'hésitez pas à contribuer à la consultation. merci à toutes et tous. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter une bonne journée. Puis, comme vous avez, il y aura plein d'autres étapes sur notre cycle de travail. On reviendra sur à la fois les échanges d'aujourd'hui et sur les suites à y donner. Merci encore et une très bonne journée. Au revoir à tous, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Je vais couper l'enregistrement.